vous allez chez un boulanger et vous lui dites « Mais c'est quoi la variété de blé que vous utilisez pour votre baguette ?» Silence radio. C'est la coopérative qui décide. C'est qui la coopérative? C'est un groupe. Et ils vont dire aux paysans qui font partie de la coopérative « Cette année, voilà les sacs de farine que vous devez cultiver. » Pourquoi? Parce que derrière, il y a tout un système de recherche et développement financé par l'État, en particulier par l'INRAE. Mais le gros, l'armée des chercheurs de l'INRAE qui travaillent sur le blé, ils ont un but en tête, c'est plus de rendement. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, bon ramadan à tous. Et aujourd'hui nous allons parler de santé et de pain avec mon invité Adriano Farano. Bienvenue Adriano. Merci beaucoup Philippe. Vous êtes le bienvenu, vous êtes journaliste de formation et aujourd'hui vous êtes boulanger de déformation. On peut dire ça. Boulanger engagé, vous êtes le fondateur de Pané Vivo. Votre slogan « Redonnons au pain tout son sens ». Oui. Vous avez, comme beaucoup d'entre nous, commencé par faire le pain à la maison, avec votre propre four. Et un jour, avec une amie qui vous disait, qui vous parlait du gluten, eh bien vous avez commencé à enquêter sur le gluten. C'est ça. Et cette enquête sur le gluten, ça a été une révolution sur la façon que vous avez eu de faire du pain. Oui. Vous avez écrit un livre d'ailleurs, voilà, que vous montrez. Je ne mangerai pas de ce pain-là. Le fruit d'une enquête de 3 ans, critique virulente du pain moderne et plaidoyer pour un pain qui fait du bien. Et quand vous parlez du pain, vous parlez d'un problème de santé publique. 99% du pain qui sort de tous les jours des fours de près de 30 000 artisans boulangers en France est un pain au gluten indigeste, à l'indice glycémique stratosphérique, trop salé et dopé aux additifs. Ça, c'est le constat que vous avez fait. Un constat accablant, surtout quand on est en train de parler pas d'un aliment a priori ultra transformé. Non, on parle d'un aliment artisanal. Artisanal, et qui sort de boulangeries qui sont encore dites artisanales et qui malheureusement est en train de nous empoisonner. On va en parler ce matin. On a pris rendez-vous il y a quelques mois pour vous parler du phénomène du gaspillage du pain qui revient chaque année pendant le mois de Ramadan pour s'afficher en tête des comportements alimentaires. Il faut savoir que le pain compte parmi les aliments les plus gaspillés durant toute l'année déjà. Bien sûr. Et c'est encore pire pendant le mois du Ramadan parce que les gens veulent du pain frais qu'ils vont chercher à 18h au moment de la rupture du jeûne et qu'ils ne conservent pas, bien sûr, oui. Et qu'ils ne mangent pas tout ce pain. Alors vous avez écrit, vous, un livre il y a quelques années qui s'appelait Le pain rassis aux éditions de l'Épure. Alors si vous cherchez des idées pour savoir quoi faire du pain, parce qu'il ne faut pas le jeter du pain, mais il y a énormément de pain qui est jeté pendant le mois du Ramadan. Ça, il faut le dire. Ouais. Il faut arrêter avec ces comportements. On voit les gens qui repartent avec 3-4 baguettes. Bon, alors évidemment, le pain est chaud. Oui. Et vous dites que c'est une très mauvaise idée de manger du pain chaud. Du pain chaud, oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas encore eu de rétrogradation des amidons. Et donc vous avez en fait encore plus de risques de prendre du poids. Mis à part les gaz, les problèmes de gaz, de digestion. Donc le pain chaud, c'est véritablement une mauvaise idée. Après, moi j'ai envie de dire, ne culpabilisons pas ceux qui gaspillent, parce qu'en fait, ils sont pris au piège. Ils sont pris au piège entre, d'un côté, une société de la consommation dans laquelle, qu'on soit musulman à Ramadan ou chrétien à Noël, on nous pousse à consommer, ça d'un côté, et puis de l'autre, le pain aujourd'hui ne se garde plus. Non, mais c'est pour ça que je dis, en fait, le pain ne se conserve pas. C'est-à-dire que finalement, le lendemain, il est tellement sec. Voilà. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'avant, vous savez, dans les villages, il y avait des fours communaux, les gens faisaient du pain pour le mois. Même pas la semaine, pour le mois. Ah bon, au début vous disiez qu'il allumait une fois par semaine. Oui, ça c'était, disons, les maisons bourgeoises, les gens qui avaient, ou alors des paysans qui étaient assez bien, mais les gens qui n'avaient pas de four. Le four communaux, c'était une fois par mois. Donc on est en train de parler d'un aliment qui avant se gardait super bien, aujourd'hui ne se garde plus. Pourquoi ? Que s'est-il passé? Donc moi, j'essayais de répondre à cette question, tout comme à la question beaucoup plus grande, comment se fait-il que le pain ait pu passer d'aliments sacrés dans plusieurs religions, dans plusieurs cultures, à quelque chose aujourd'hui qui s'avoisine presque de la malbouffe. Et donc les explications sont simples, c'est-à-dire qu'en fait on a tout changé. On a changé le blé, on a changé le mode de mouture et puis on a changé le mode de fermentation surtout. Et donc en faisant ça, en fait, le pain est devenu quelque chose aujourd'hui qu'il faut absolument éviter, sauf quelques exceptions. Oui, et ce qui a changé
par rapport à peut-être 2-3 siècles, c'est qu'aujourd'hui le pain est devenu blanc. Oui. C'est un truc de viennois, de bourgeois, le pain blanc. Parce que le pain à l'origine, c'était du pain bis. C'est ça. C'était quoi cette couleur C'était juste au niveau de la mouture en fait. Là, vous êtes en train de parler du deuxième step qui est celui de la mouture. Le premier, c'est celui du blé. Donc le blé a changé, la mouture a changé, la fermentation. Alors, si on veut parler de la mouture, en gros, c'est très simple. Pendant des années, on avait parlé la dernière fois de notre livre. On a broyé en fait à la meule de pierre et on a parlé la dernière fois de notre livre écrit avec Serena Pavoni, Manger néolithique. L'homme du néolithique qui est donc celui qui s'est sédentarisé. Pourquoi on l'appelle néolithique? Parce que ça vient de néos, nouveau, lithos, la pierre. C'est-à-dire que c'était comme vous dites, donc un blé qui était broyé à la meule de pierre. C'est-à-dire qu'ensuite, si on voulait, on pouvait le tamiser, mais à la base, la farine était intégrale, d'où la couleur donc bis. Voilà, c'était ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vers la révolution industrielle, on a commencé à utiliser les cylindres métalliques. Ça allait beaucoup plus vite et ça permettait de faire une chose dont les gens raffolaient, qui était cette farine raffinée, plus blanche, raffinée dans les deux sens du terme. Oui, raffinée dans ce sens, c'était plus chic. Oui, c'était plus chic. Ouais. C'était un truc de bourgeois. C'est un symbole social de statut, de pouvoir se permettre du pain blanc. Et la révolution du moulin au cylindre métallique a été de démocratiser l'accès au pain blanc. Ouais. Aujourd'hui, c'est toujours le cylindre métallique qui est utilisé. Tout à fait. Sauf que les gens à l'époque ne se sont pas rendus compte qu'en ayant accès, certes, au pain blanc, ce qui d'ailleurs on retrouve dans la langue française, manger son pain blanc en premier par exemple, avait donc revêté toute cette symbolique de privilège, mais on avait perdu énormément de nutriments. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, si je prends donc mon livre, on a un petit dessin au niveau donc du grain de blé. On se rend bien compte qu'au niveau du son, c'est là, dans la partie périphérique, qu'on va retrouver le plus d'oligo-éléments. Évidemment, si vous allez vous concentrer que sur la partie blanche, sur le cœur, et là, c'est des amidons, c'est-à-dire du sucre. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, plus personne ne voudrait de pain bis, parce que les gens, ils veulent la baguette bien blanche. Oui. Alors après, ça revient un petit peu à la mode, des pains dits au levain, entre guillemets, des pains complets, des pains de campagne, ça revient un petit peu à la mode, mais souvent, il y a des arnaques. On parlera des arnaques. Aujourd'hui, quand on parle de pain, la panacée, c'est la baguette tradition. Et pourtant, la baguette tradition, elle ne trouve pas plus grasse à vos yeux que le reste des pains. Pourquoi? Non, alors à choisir entre un pain courant blanc et une baguette tradition, je vais choisir la baguette tradition, certes, mais c'est un moyen de se satisfaire de quelque chose qui en fait n'est pas au niveau de là où ça devrait être. Pourquoi? Parce que la baguette blanche qui est classée, donc la baguette tradition qui est classée à l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Ah, c'est pas la baguette française. C'est la baguette de tradition française. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle nous la baguette tradition. Elle est classée à l'UNESCO. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'était un symbole du savoir-faire français, etc. Pas du tout. En fait, le pain traditionnel français, c'est le pain bis que vous évoquez, au levain naturel, chose qu'on ne retrouve plus, avec donc ce côté même de grosse miche. C'est ça qu'on voit dans les tableaux, etc. De l'époque. Et là, non. Là, on est en train de parler d'un produit qui va être basé donc sur des farines blanches, donc une T65, qui va être fermenté pas de la bonne façon. Des fois, ils rajoutent du levain, mais de toute façon, il y a toujours de la levure. Et puis, un pain qui va être beaucoup trop salé. Aujourd'hui, peu de gens le savent. Le vecteur numéro 1 de la surconsommation de sel dans ce pays, et donc indirectement de la mort de centaines de milliers de personnes par an à cause de maladies cardiovasculaires, et le pain. Ce ne sont pas les charcuteries ni le fromage. Mais pourquoi est-ce que les boulangers sursalent le pain? Quel est l'intérêt de saler trop le pain? Alors, les boulangers, en fait, il faut comprendre, c'est entre guillemets, tout ça, ce n'est pas vraiment de leur faute. C'est-à-dire qu'ils sont dans un engrenage dès l'école de boulangerie dans laquelle on leur donne des recettes. On leur dit la farine qu'ils doivent prendre. On leur donne les techniques. Pour les boulangers, lui, il va prendre la farine. Il ne se pose pas de questions. La quantité de sel, ce n'est pas véritablement lui qui un jour se réveille et dit « moi, je vais mettre tant de sel ». Non, ce sont presque des directives qu'il va suivre. Et donc, sortir de ce carcan, de cette tradition, au sens mauvais
mauvais du terme, est très compliqué. Alors, mais là, pour répondre vraiment sur le fond... Mais quel est l'intérêt finalement de mettre beaucoup de sel dans le pain? C'est parce qu'on a perdu le goût des bonnes choses, c'est-à-dire on a perdu la biodiversité des variétés de blé. Avant, chaque commune, chaque province, elle avait sa variété de blé. On avait la Touzelle de Nîmes, on avait le rouge de Bordeaux. La France était connue dans le monde entier pour cette biodiversité céréalière. Un terroir, une catégorie de blé. Exactement. Ouais. Ce terroir, par exemple, on a su le garder, par exemple, dans le vin. Oui. Si vous allez chez un caviste, c'est impossible qu'il ne saura pas vous dire quel est le cépage de la bouteille. Mais si vous allez chez un boulanger, même un boulanger qui aura gagné le premier prix de la baguette de Paris qui sert l'Élysée, et vous lui dites « Excusez-moi monsieur », parce que je l'ai fait, « Excusez-moi monsieur, mais c'est quoi la variété de blé que vous utilisez pour votre baguette qui a gagné tous ces prix ?» Silence radio. Et là, vous allez voir sur le sac qui est dehors. Ouais, alors on va voir sur le sac, c'est pas écrit. C'est pas écrit. On va demander au meunier, des fois même le meunier ne le sait pas. On remonte toute la filière, on va demander à la personne qui va semer. Moi je l'ai fait. La personne qui va le semer, des fois il ne le sait pas. C'est la coopérative qui décide. C'est-à-dire, c'est qui la coopérative? C'est un groupe. Le groupe leader, c'est Vivessia. En France, il y en a d'autres, mais Vivessia par exemple. Alors il y a 4 groupes. En gros, vous dites. Voilà. En gros, il y a 4 groupes qui se partagent le marché. C'est ça. Et ils vont dire aux paysans qui font partie de la coopérative, cette année, voilà les sacs de farine que vous devez cultiver. Pourquoi? Parce que derrière, il y a tout un système de recherche et développement financé par l'État, en particulier par l'INRAE, c'est-à-dire l'Institut national de recherche en agronomie, qui par ailleurs a aussi des sections de gens très bien qui travaillent sur la biodiversité, qui sont aussi nos partenaires. Mais le gros, l'armée des chercheurs de l'INRAE qui travaillent sur le blé, ils ont un but en tête, c'est plus de rendement. Plus de rendement, plus de rendement. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale avec des problèmes de famine et depuis on ne s'en est pas remis. On a toujours cette obsession du rendement. Mais qui dit rendement très élevé sur les champs va forcément dire, c'est un fait, problème de gluten, problème de digestion, problème de santé publique. Alors là, vous prenez un raccourci parce qu'on verra comment on en est arrivé là. Parce qu'aussi, à une époque, il fallait augmenter les rendements pour nourrir la quantité de gens. Donc, ça répondait aussi à une demande. On est d'accord. Voilà, mon invité s'appelle Adriano Farano. C'est un boulanger engagé, passionné, historien du pain aujourd'hui. Et vous publiez « Je ne mangerai pas de ce pain-là » aux éditions du Rouergue. On parlait de la baguette inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Vous dites patrimoine mondial de l'hyperglycémie. Oui, parce qu'il suffit de prendre... Alors là, j'ai une belle image sur le livre. Vous prenez donc... on peut citer les produits. En mars, vous prenez... Alors, il y a une barre chocolatée, il y a un soda, il y a un cookie, voilà, et il y a une baguette blanche. C'est un peu plus loin dans le livre. Voilà, c'est un peu plus loin. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, un soda, une barre chocolatée, un cookie, une baguette blanche, laquelle va avoir l'impact le plus fort sur la glycémie. Donc, l'index glycémique le plus élevé. C'est ça, et c'est la baguette blanche. Alors qu'on ne s'en douterait pas. Alors, que s'est-il passé? Et vous dites que c'est l'équivalent d'un paquet de bonbons de mauvaise qualité. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on mange du pain blanc, une baguette, on mange du sucre. Oui, on mange du sucre. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu de vitamines, il y a un petit peu d'oligo-éléments, mais très peu. Et de toute façon, les oligo-éléments, sans le levain naturel, on ne peut pas bien les assimiler. Donc, c'est un énorme problème. Donc, ce problème de glycémie a fait, entre autres, que puisque le pain, c'est l'aliment le plus consommé en France, on soit passé en 20 à 25 années en France donc aujourd'hui on avait donc 30% il y a 20-25 années de personnes qui étaient soit en surpoids soit en obésité. Là on vient de franchir la barre de 1 sur 2. Et donc, il y a un véritable problème lorsque l'aliment de base est corrompu sur tout l'ensemble de la population et en particulier donc avec ce problème de glycémie. On peut le rappeler d'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'indice glycémique? C'est une valeur qui mesure de 0 à 100 la vitesse avec laquelle le sucre, donc le glucose, va arriver dans le sang. Et les gens vont me dire, mais le pain, quand je le goûte, il n'est pas sucré, il rajoute pas... Puisqu'il est salé. Il est salé, il est trop salé. On l'a vu tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, parce que... C'est paradoxal. C'est paradoxal. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est que, je reprends toujours le petit dessin tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous avez donc, à partir du moment où vous avez une mouture qui va prendre cette partie-là, là on est à 80% d'amidon. Donc c'est la partie centrale du
grain de blé. Voilà. Et bah, cette partie blanche, c'est des amidons. Les amidons, c'est quoi? C'est des glucides complexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des molécules, macromolécules, c'est-à-dire des grosses molécules de glucose, dans lesquelles le glucose, pourquoi on ne le sent pas au goût? C'est parce qu'il est relié dans cette grosse molécule. Mais au niveau de la digestion ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nos enzymes digestifs, ils vont couper ces liaisons et donc tout va redevenir glucose. La nature, elle a inventé quelque chose de formidable, qui sont les amidons résistants. Et une autre chose qui est la fermentation naturelle. Les amidons résistants, en fait, ils vont résister à l'action des enzymes et donc ne vont pas se transformer aussi facilement en glucose. La fermentation naturelle, par le biais de la fermentation lactique, va aider cette action et va même leur faire jouer un rôle de fibre alimentaire, c'est-à-dire comme les fibres d'un vêtement qui vont retenir l'eau et vont freiner davantage la course du glucose dans le sang. Résultat des courses, avec un pain 100% levain naturel, vous n'avez aucun risque de prendre du poids. Alors vous aussi, à une époque, vous le confessez, vous avez été attiré par votre banette, bien blanche, bien chaude. Et à l'époque, vous ignoriez que cette baguette était la pointe d'un iceberg. Donc à l'époque, c'est le groupe Axéréal, mais ça fait partie des 4 groupes de ce que vous appelez le conglomérat agro-boulanger. Oui. Et c'est ce conglomérat agro-boulanger aujourd'hui qui est à l'origine de la modification du pain que nous mangeons en France aujourd'hui. Tout à fait. Alors, il faut expliquer comment ils ont agi à peu près. Oui. Alors déjà, il faut être très clair, il n'y a pas de complot. Ce qu'il y a, c'est que c'est la population qui a demandé depuis la nuit des temps, je vous parle de l'Égypte ancienne, jusqu'à aujourd'hui, du blanc. C'est-à-dire que c'était les gens qui demandaient du pain blanc. Et donc, ça a été quelque chose... Pourquoi vous parlez d'Égypte? Pourtant, ce n'est pas eux qui ont inventé le pain, les Égyptiens. Les Égyptiens, ça a été probablement eux qui ont inventé le pain fermenté. Ah oui, d'accord. Voilà. Et le pain, c'est la denrée qu'on retrouve systématiquement dans toutes les tombes des pharaons. C'était quelque chose de... Et on les a déshydratés aujourd'hui. Vous racontez que vous êtes allé au musée de Turin et que vous avez vu du pain déshydraté de l'époque des pharaons. C'est ça. Aujourd'hui, peu de choses ont changé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours cette fascination pour le blanc. Ce qui est un peu raciste d'ailleurs. Mais cette fascination pour le blanc a fait en sorte que, petit à petit, l'économie, l'offre, donc s'adapte à la demande. On nous demandait du pain blanc, donc les entreprises petit à petit se sont concentrées de plus en plus. Aujourd'hui, résultat des courses, qu'est-ce que vous avez? C'est ces 4 grands groupes que je cite dans mon livre, dont par exemple le plus grand est Vivessia. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire surtout... Alors Vivessia, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils ont comme marque que les consommateurs connaissent bien? Alors, on va se faire des amis. On va se faire beaucoup d'amis. Mais c'est pour ceux qui cuisinent à la maison pendant ce mois du Ramadan et qui vont... Voilà, alors vous connaissez Francine. Donc c'est la farine. Voilà, c'est le numéro 1. C'est la farine la plus utilisée en France. Voilà. Vous connaissez les Grands Moulins de Paris, c'est la farine la plus utilisée par les boulangers. Vous connaissez peut-être pas Civil. Non. Alors Civil, c'est l'engrais chimique le plus utilisé en France. Et ces 3 marques font partie du même groupe. Voilà, qui est le groupe Vivessia. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? Quel est le lien entre la farine, le pain, la baguette Campaillette, c'est une autre marque qu'ils ont, et les engrais chimiques? C'est très simple. C'est que quand vous prenez des blés anciens, comme les blés que nous, par exemple, on utilise, ils vont avoir un rendement très faible parce que vous pouvez mettre tous les engrais chimiques du monde que vous voulez, en fait, ça ne sert à rien. Vous prenez des blés modernes, ils vont avoir des rendements stratosphériques, entre autres parce qu'ils sont dopés aux engrais chimiques. Donc il y a une espèce d'intégration au sein de cette société, mais ce n'est pas la seule dans le monde, entre le blé, le pain, la farine et les engrais chimiques. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que pour avoir du pain, on a besoin de gluten. Pour avoir du gluten, on a besoin de protéines. Pour avoir des protéines au niveau de la plante, quel est l'ingrédient principal? C'est l'azote. Alors l'azote, on le retrouve normalement... Ah, c'est pour ça qu'on les dope à l'azote. Voilà. L'azote, c'est comme ça qu'après la plante va fabriquer de la protéine. Okay? Et la protéine sert pour faire le gluten, et le gluten sert pour structurer la mie du pain. Donc, si on ferme la boucle, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'azote, vous en avez besoin de beaucoup. Alors, l'azote, il est naturellement présent dans le sol. Et il y a des façons naturelles de pouvoir fixer l'azote qui, en fait, se retrouve surtout dans l'air, dans le sol. Comme on fait, c'est avec la rotation.
Donc, l'homme, depuis la nuit des temps, il a compris ça, et donc pour régénérer le sol, il n'allait pas faire du blé tout le temps. Tous les 3, maximum 4 ans, il faut obligatoirement, sur une telle parcelle, enlever le blé et mettre plutôt du trèfle, des lentilles, etc. C'est pour ça que, par exemple, moi, les paysans qui vont cultiver mon blé, je vais voir qu'est-ce qu'ils vendent. S'ils vendent que du blé, ça ne m'intéresse pas. Vous savez quel est le test? Il faut qu'ils vendent des pois chiches, des lentilles, des flageolets, etc. Parce que c'est le type de culture qui va permettre de pouvoir fixer l'azote. Et ça, c'est fondamental pour ensuite avoir de la bonne protéine, c'est-à-dire une protéine qui va pouvoir permettre, oui, à la plante de pousser, mais ensuite de donner un gluten plus digeste. Ce qui veut dire que tous les ans, vous n'avez pas les mêmes fournisseurs. Non, alors tous les ans... Ou alors ils changent de parcelle et ils changent de parcelle. Ils ont suffisamment de parcelles pour continuer à produire du blé. On va jouer comme ça avec 1 sur 3, 1 sur 4. Ce qui a changé, écrivez-vous, ce sont les blés hybrides, un bouleversement qui s'opère avec la génétique moderne. On a introduit le gène du nanisme, c'est-à-dire qu'avant, les blés, ils étaient à hauteur d'homme, et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus bas. On est passé à un rendement beaucoup plus élevé. Tout ça, ça a été pensé finalement. Alors c'est marrant, quand on parle des OGM, on ne parle pas beaucoup des OGM du blé. Oui, parce que ça n'existe pas encore, les OGM du blé. Ah, il y a des hybrides génétiques, mais pas des OGM. C'est deux choses séparées. Hybrides génétiques, d'accord. Voilà. Alors pourquoi ce gène du nanisme? Qu'est-ce qui était important? Alors, qu'est-ce qu'on a gagné en faisant rapetisser le blé? Alors ce qu'on a gagné, Philippe, c'est tout simplement que au niveau de la taille du blé, si vous voulez, quand le blé est trop haut et qu'il arrive à maturité, en haut, l'épi, elle est lourde. Donc, il suffit d'une pluie, de beaucoup de vent, etc. pour qu'il tombe. Ah ouais. Voilà. Donc, ça, c'est les blés de l'Antiquité, mais c'est aussi les blés qu'on a cultivés en Italie, en France, et qui, jusqu'aux années 60, c'était... 1960. Voilà, carrément, presque 100% du parc céréalier français. D'ailleurs, Vincent van Gogh, qui évidemment a passé beaucoup de sa vie en France et qui a peint... C'est-à-dire que vous dites Vincente, donc voilà. non dit Vincent. Vincent. Mais on parle du même, Adriano. C'est juste pour que les auditeurs s'y retrouvent. J'ai dit en pseudo-néerlandais, parce qu'en italien c'est Vincenzo. C'est Vincenzo. Ou Enzo, j'aurais pu l'appeler Enzo, mais après on aurait pu penser que c'était quelqu'un d'une pizzeria. Non. Alors, donc Vincent van Gogh, quand vous voyez ces gerbes de blé, c'est des gerbes de blé majestueuses, énormes, qui font 1 mètre, 1,50 mètre, parfois 2 mètres, ça se voit. Aujourd'hui, vous allez dans la Beauce, vous voyez des gerbes de blé, c'est tout petit. Pourquoi? Parce que tout simplement, en répétissant la taille des blés, en fait, on augmente le rendement parce qu'ils se tiennent bien droit comme des soldats, et donc ils ne tombent pas, ce qui permet au rendement d'exploser. Depuis les années 60, il ne reste plus aucune variété de blé ancien dans le catalogue officiel des espèces. Alors, on parlait de l'INRAE tout à l'heure, et variétés cultivées pouvant être commercialisées. Pourtant, en 2018, la Commission européenne a approuvé un règlement pour libéraliser le commerce de ces fameuses semences anciennes. Alors, pour une fois qu'elle faisait quelque chose de bien, il faut le souligner. Ça veut dire qu'on a dégagé tous les blés anciens pour ces nouveaux blés hybrides, en fait. Oui. Alors, le gouvernement français... Alors, ce catalogue, il sert à quoi, donc, en fait, en gros? Alors, il faut expliquer aux gens. Bien sûr. Donc, ça remonte à l'époque de Villemorin. Donc, une envie finalement de cataloguer le vivant et surtout de pouvoir le structurer pour aider la nation et pour aider les paysans à mieux produire et à plus produire. Cette envie qui était une envie... Ah oui, Villemorin, c'est les gens qui vendent des graines, là. Oui, mais ça vient du grand botaniste qui a été un des premiers au monde à faire ce travail majestueux de... recenser, non? Voilà, de catégorisation. C'était un peu le Linné du végétal. Et donc, le catalogue des semences des espèces végétales a permis et permet encore en France de pouvoir cataloguer donc le vivant, et à un moment donné on a dit ce qui ne rentre pas dans le catalogue, c'est parce que les rendements ne sont pas suffisamment élevés, donc surtout pour des espèces végétales stratégiques. Quand je dis stratégique, c'est aussi politiquement, évidemment, pour contrôler le peuple, on n'a plus le droit
de les semer, on n'a plus le droit de les commercialiser. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des gens qui sont rentrés un petit peu en dissidence, mais plutôt pour leur petit précaré, donc on a fermé un œil, donc des gens qui voulaient par exemple à Nîmes, ils voulaient la touzelle parce que c'était leur culture. À Bordeaux, c'était le rouge parce que c'était leur tradition. De la même façon en Italie avec le Russello, qui est donc cette variété de blé que nous utilisons, ça a été presque un acte... Un blé sicilien. Voilà, un blé sicilien. Mais tout ça, en fait, ça a été détruit par cette espèce de productivisme, et c'est grâce à l'Union européenne qu'on a pu après observer, en fait, maintenant, la France, ça a été approuvé en 2018, la France l'a traduit cette directive en 2022. En 2022, oui, donc AVS avec Adriano Farano qui est notre invité aujourd'hui, fondateur de Pane Vivo, et si on parle de pain dans une émission de santé, c'est parce que la variété de pain et la variété de blé qui est utilisée dans le pain que vous mangez est susceptible d'avoir un impact énorme sur votre santé. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Oui. Le pain, a priori, c'est un produit simple, c'est un produit artisanal, mais non, il y a pain et pain. Oui, nous aujourd'hui, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu qu'il y avait un énorme problème sur la glycémie, on en a parlé tout à l'heure, et donc on est allé voir l'unité de l'hôpital d'Avignon qui s'occupe d'études sur l'indice glycémique, et en fait, on a compris avec eux que les analyses in vitro, il faut expliquer, c'est des approximations qui sont faites un peu pour aller vite et qui coûtent 200-300 euros pour mesurer l'indice glycémique, n'étaient pas du tout fiables sur le pain. Donc on a dit, ok, on va partir sur une analyse in vivo, c'est-à-dire avec prise de sang, donc ce qu'on appelle une étude clinique. Ça coûte dans les 10 000 euros. C'est-à-dire qu'on a mesuré la vitesse à laquelle l'index glycémique montait chez les gens. Voilà, donc je suis allé voir mon banquier, je lui ai dit, il faut vraiment le faire. J'ai fait un prêt, c'est vrai, et on a payé les 10 000 euros, et là on a vu que notre pain, il avait un indice glycémique faible, c'est-à-dire en dessous de 55, on est à 48,6. Il faut savoir que même un pain complet en France aujourd'hui a un indice glycémique supérieur à celui du Coca-Cola. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il est à 85. Le Coca, il est à 63. Une baguette tradie? La baguette tradie, c'est à 95. Bon, non, vous exagérez là. Ah si. Non. Et je vais vous envoyer les... 95 la baguette tradie? Oh non, là vous êtes anti-baguette tradie. Ouais. Mais en tout cas, j'ai entendu un spécialiste la dernière fois qui disait pas 95. Hein. Aux États-Unis... parce que le maximum, c'est 100. Oui, alors aux États-Unis, par exemple, chez nous, l'indice 100, est celui du glucose pur. C'est ça, voilà. Bon. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez sur les sites d'études Pub Science et tout ça, l'indice 100 est le pain blanc. Ah oui. Aux États-Unis. Oui, mais c'est la baguette pas tradie. C'est du pain industriel blanc. Oui. Voilà. Donc, il faut faire attention. La baguette tradie, vous avez des artisans qui vont mettre que du levain. Nous, par exemple, pendant les JO, on a fait une baguette, entre guillemets, tradition, parce qu'on voulait faire la flamme olympique, on l'a faite. Avec notre farine Russello. Ça a duré une semaine, c'était juste sympa pour le faire pendant les JO. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous mettez de la levure, à partir du moment où vous avez des farines blanches et qu'il y a une mouture au cylindre métallique, c'est impossible d'avoir un pain à indice glycémique faible. Alors, il y a quelqu'un qui vous a posé la question tout à l'heure, et je vous la repose bien volontiers parce que c'était une très bonne question. C'est comment est-ce qu'on reconnaît une baguette tradie qui est au levain d'une baguette tradie qui est au levain levure? Parce que vous dites que finalement, les boulangers trichent et qui font un mix. C'est pas qu'ils trichent, c'est qu'ils ont été formés à utiliser systématiquement la levure, même pour les pains au levain. D'accord? Et donc, cette formation, cette recette qui est donnée aujourd'hui n'est pas la bonne, mais vous avez des dizaines de milliers de boulangers aujourd'hui qui ont été formés pour ça. Vous dites qu'au CAP, ils ne forment plus au pain au levain. Voilà, ils ne forment plus. C'est pas requis pour le CAP. Donc c'est comme si vous passiez un examen de conduite et qu'on ne vous apprenait pas à vous arrêter au feu. D'accord? Donc évidemment que vous ne savez pas le faire. Donc il y aurait énormément d'accidents. Et aujourd'hui c'est pareil, il y a des accidents. Mais on ne vous l'apprend plus ou on ne vous pose plus la question à l'examen? Alors, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Alors vous avez encore des profs. Moi par exemple j'étais à l'école Ferrandi pour expliquer ce que je faisais. Il y a un prof de 65 ans qui, je pense, a dû être formé à l'époque où c'était encore demandé pour le CAP. Lui, il enseigne le pain 100% au levain à ses élèves, mais par amour de la profession. Alors qu'en fait, ce n'est pas requis.
pour l'examen. Et c'est ça qui devrait intéresser, je pense, le système public et les autorités sanitaires, c'est de se dire qu'à un moment donné, ça va bien de payer tous ces milliards, de creuser la dette de la sécurité sociale, mais il faudrait un petit peu s'intéresser à l'aliment le plus consommé en France et arrêter de mettre de la levure même dans le pain au levain. Basta. Mais pourquoi c'est mauvais pour la santé de mettre de la levure dans le pain, Adriano? Alors, c'est très simple. La fermentation est vraiment ce qui permet au pain de lever. Vous avez deux agents fermentaires qui ont des actions complètement différentes. La levure, en fait, on parle d'une fermentation alcoolique. La levure, on parle d'une fermentation alcoolique. Donc la fermentation alcoolique, c'est comme pour le vin. Vous avez donc ce micro-organisme qui est la Saccharomyces cerevisiae qui va très vite et qui permet donc de faire lever le pain hyper rapidement. Sauf que vous perdez tous les bienfaits de l'autre type de fermentation qui est celle au levain naturel. La fermentation au levain naturel, elle prend beaucoup plus de temps. C'est à minima 6 heures. Chez nous, c'est un cycle de 48 heures. Et cette fermentation au levain naturel, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle permet de baisser l'indice glycémique, elle permet de dégrader le gluten, donc plus mal au ventre, elle permet aussi de mieux assimiler les oligo-éléments, et puis elle permet au pain de se garder plus longtemps. Donc le levain, il a tout bon. Le problème du levain, c'est que ça prend plus de temps. Mais moi, j'ai envie de dire, dans la vie, toutes les bonnes choses, ça prend du temps. Et donc, pourquoi s'en priver? Il faut vraiment donner du temps au temps pour pouvoir se faire du bien. Un autre problème, c'est que le pain moderne est dopé aux additifs. Alors, dans la baguette blanche, il y a combien d'additifs autorisés? 14. Dans la baguette tradition, il y en a 6. Mais il y a le plus dangereux de tous, qui est le gluten vital. Vous expliquez? Le gluten naturel se forme donc de façon spontanée, c'est-à-dire que vous avez des protéines, vous rajoutez l'eau, et là, les protéines en fait deviennent comme une colle, c'est ce qu'on appelle le gluten, et c'est magique parce que ça permet ensuite, avec un agent fermentaire qui va pomper qui va pomper de l'air à l'intérieur, le gluten, il faut imaginer une espèce de réseau 3D, va ensuite faire lever la pâte. Donc le gluten, c'est magnifique. Sauf que ensuite, ce gluten, puisque les variétés de blé modernes n'en ont pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas assez de protéines, malgré tout l'azote qu'on va mettre dans les sols, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de la poudre de gluten. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le gluten vital. Cette poudre de gluten, elle va permettre d'une certaine façon de doper la poussée de la pâte. Et alors, d'où vient-elle? Tout simplement, on va prendre de l'eau, de la farine, pas cher, on les mélange, on va faire sécher et on va après broyer ce qui reste et ça vous donne cette poudre de parlimpampan qu'on va rajouter dans le pain. Alors attention, de deux façons. Soit vous avez effectivement sous forme d'additifs dans des boîtes que le boulanger peut comme ça rajouter. Saupoudrer, ouais. Voilà. Soit c'est inclus déjà dans la farine, et des fois, le boulanger ne fait même pas attention. Mais il ne le sait même pas. Des fois, il ne le sait même pas. D'autres additifs qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les alpha-amylases et les xylanases. Donc là, on va se dire, oh là là, les alpha-amylases et les xylanases. Ça existe naturellement. Ça fait maladie contagieuse. Non, c'est des enzymes. C'est des enzymes qui existent naturellement et qui se forment naturellement et qui sont extrêmement précieuses pour pouvoir bien dégrader le gluten. Sauf que là, elles sont rajoutées en tant qu'additifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'elles se forment naturellement, parce que sinon il faudrait attendre une demi-heure. Ah pardon, une demi-heure dans le monde moderne, c'est beaucoup trop. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre boulangerie? On va attendre et donc on respecte ce qu'on appelle l'autolyse, ce qui va davantage dégrader le gluten et donc avoir un pain qui ne fait pas mal au ventre. Vous êtes venu avec du pain? Oui. Alors, je ne sais pas si ça va beaucoup passer à la radio. On va essayer de vous faire passer des messages. Donc, ça, c'est le pain. Alors, déjà, il n'est pas blanc. Non, il n'est pas blanc. Il n'est pas blanc, il est beige. Voilà. Alors, oui, alors après, ça, vous avez une couleur presque orangée. Ouais. D'ailleurs, la variété de blé que nous, on utilise, elle s'appelle Russello. Roux, c'est comme rosso. Rousse, c'est comme roux. Et en fait, vous le voyez, pourquoi? Parce qu'il est riche en bêta-carotène. Ah, c'est pour ça qu'il est un peu orange. Ouais, c'est ça. Yes. Voilà. Il est beau, hein? Et il sent bien, il sent fort. Ça, c'est du pain. Alors à couper au couteau.
Vous êtes assez contre qu'on demande dans les boulangeries à ce qu'on vous précoupe. Nous, on n'a pain. pas de trancheuse. Mais Oui. pourquoi Parce que vous êtes contre ça. Enfin, Voilà. Alors pour moi, c'est un sacrilège de trancher le pain en boulangerie. C'est comme si vous alliez acheter des pommes et vous dites au primaire, vous pouvez m'éplucher la pomme. La pomme, elle va s'oxyder. Le pain, c'est la même façon, c'est la même chose. Ça, c'est un pain vivant. Mais si vous le mettez dans un plastique ou dans un sac, ça va pas Mais le s'oxyder. plastique, ça pollue. Et puis le plastique, il ne va pas le laisser respirer. Et ce pain-là, s'il ne respire pas, il va moisir. Parce que dedans, il y a la vie. C'est quoi la vie? C'est le germe de blé. Nous, le germe de blé, on le garde. Au lieu que ça parte à la pharmacie. Vous savez que les 3/4 des pains complets qu'on vend en France, ils ne sont pas véritablement complets parce qu'ils arrachent le germe de blé. Pourquoi ils arrachent le germe de blé? Comme ça, la farine se garde plus longtemps. Et après, ils peuvent le revendre à l'industrie pharmaceutique qui va en faire des compléments alimentaires. Vous avez déjà vu des compléments alimentaires à base de germe de blé? Et bien en fait, on va l'arracher du blé et donc on l'enlève de votre farine complète. Un conseil pour celles qui font... Parce que le mois du Ramadan, c'est un mois où les gens font beaucoup leur pain à la maison. Oui. Hein, c'est vraiment parce que les gens ont le temps et puis ils veulent faire leur pain. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors déjà, la farine. Oui. Qu'est-ce qu'on prend comme farine pour faire son pain? Alors, nous, ça faisait depuis le début qu'on nous demandait la farine et en fait, on n'en avait jamais assez. Donc, on l'a gardée jalousement pour nous. À partir de cette année, on a commencé à la vendre. Ah bon, donc ça veut dire qu'on peut acheter la farine pour faire le pain La même chez vous. farine pour faire ce pain-là, vous pouvez le faire à la maison. Elle s'appelle comment, votre farine? Russello. Russello. Ah, vraiment de blé ancien, de Sicile. C'est ça. Donc ça, on peut le faire Ça coûte une blinde, non? Ça coûte 7,50 € le kilo. Mais si vous prenez une farine de petite épeautre bio à la Biocoop, elle ne va pas coûter beaucoup moins cher. En tout cas, si vous n'êtes pas obligé de prendre cette farine-là, mais l'idée dans une farine, déjà, c'est plusieurs choses. Numéro 1, il faut absolument que vous choisissez des blés anciens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été hybridés génétiquement. Donc ça, par exemple, vous avez les petites épeautres, vous avez le grand épeautre non hybridé, parce que la plupart du grand épeautre est aussi hybridé. Vous pouvez avoir du camut, du corazon. Il y en a. Aujourd'hui, on en trouve de plus en plus. Donc nous, ça s'appelle Russello. L'avantage de la nôtre, c'est que c'est du blé dur ancien. Alors, on peut le commander chez vous? Voilà, sur le site internet ou alors en boutique à Paris. Après, la mouture, c'est très important. C'est quand vous avez le grain de blé, vous n'allez pas faire du pain avec le blé, vous allez faire du pain avec la farine. Donc ce blé, comment il est transformé en farine, ça aussi c'est très important. Il ne faut pas que ça soit une farine normale, donc c'est-à-dire avec mouture au cylindre métallique. Il faut privilégier des farines moulues à lamelles de pierre pour qu'elles puissent contenir ce germe de blé. Mais alors avec quoi? Alors, donc, c'est quoi la farine que vous conseillez? À lamelles de pierre. Non, mais vous avez des marques? Ah bah moi c'est la nôtre, c'est la vôtre, évidemment bon, c'est la d'accord. meilleure. Bon, donc, ouais. Moi j'ai jamais trouvé. Faut googler farine à la meule de pierre. Voilà, meule de pierre, blé ancien, voilà. Et après, alors vous faites votre levain. Après il faut le levain. Le levain c'est fondamental. Bon, le premier s'appelait Mamayeist, le second s'appelait Corbezolina et celui que vous utilisez aujourd'hui s'appelle Viviana. Tout le monde peut faire son levain, son bien propre sûr, levain. Bien sûr. Alors j'invite tout le monde à essayer. Vous prenez un bol, farine, eau en même quantité, ça va être 100 grammes de farine et ça va être 100 millilitres d'eau par exemple. Vous mélangez, très important, avec vos doigts. Si vous avez une femme à la maison, vous lui faites faire. Pourquoi? Surtout une femme qui a eu des enfants. Les femmes en général, et surtout les femmes qui ont eu des enfants, elles ont sur leurs mains beaucoup plus de bactéries lactiques que les autres ou que les autres hommes. D'accord? Donc finalement, vous allez ensemencer la pâte avec vos doigts et ça va créer de la vie. Après, il faut attendre. Là, en ce moment, il fait assez chaud. Ça va être, oui, un jour. En hiver, ça va être peut-être 2 jours ou 3 jours. Vous pouvez même le mettre sur le radiateur. Mais là, qu'est-ce que vous devez voir? Vous devez voir des petites bulles qui vont émerger. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Les bactéries lactiques, elles auront en fait mangé un petit peu de sucre et après éjecté de l'air. Et là, vous avez votre levain que vous allongez. Voilà, il faut le nourrir, c'est-à-dire en eau et en farine. Parce que vous, il a 137 ans, votre levain. Voilà, c'est ça. Je l'ai récupéré dans une ancienne boulangerie dépouillée. Bon, toutes les informations sur le site de Pane Vivo. Oui, yes. Parce que le pain, c'est vivant. Je rappelle que vous avez écrit « Je ne mangerai pas de ce pain-là » aux éditions du Rouergue. Vous réécouterez l'émission en podcast, oui.
Oui, et je disais juste sur le site, il y a aussi la possibilité de se le faire envoyer. De se faire livrer le pain sur toute la France. Voilà, parce qu'en fait, on a aussi un système assez pratique, parce qu'avec le confinement, nous on s'est lancé au mois du confinement, les gens étaient partis de Paris et m'ont dit il faut m'envoyer ce pain. Et donc on a un système d'abonnement sans frais de port sur le site panevivo.com. D'abonnement, c'est-à-dire ? Un abonnement, c'est-à-dire qu'on le reçoit toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou toutes les 4 semaines. Comme il se conserve, vous avez du pain pour la semaine. Voilà, exactement. Bien. Vous réécouterez donc l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regarderez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Adriano. Avec plaisir, Passez Philippe. une très très belle journée santé Et bon Ramadan. mangez du bon pain. Oui. Comment vous dites bon Ramadan en italien ? Buon Ramadan. Voilà, bon Ramadan. Voilà, mais c'est juste un peu plus chantant. Voilà. Sur Beurre FM.